Je ne vais pas parler de son sujet à sa place, donc il s'agit de déconstruction, de déconstruire beaucoup de choses probablement. Je la laisse parler. Eh ben, alors bonsoir, et je me réjouis de partager un petit peu mon travail avec vous. Je rajoute quelques mots peut-être à cette introduction qui n'en était pas une. Donc, je suis architecte, urbaniste, enseignante et aussi militante. Et donc, c'est des fonctions, en tout cas activités, qui forment les dimensions multiples de mon travail, propulsées, disons, par un sentiment d'urgence au vu de l'état de notre monde. Donc, je définis mon travail comme la pratique critique du projet urbain, proche de ce qu'on appelle parfois en anglais spatial practice. Et j'explore de manière variée comment appréhender les conditions de notre environnement construit. Et j'utilise pour ça des formats divers, pas toujours orthodoxes d'ailleurs, afin de transmettre ces réflexions pour débattre de propositions et articuler et concevoir des interventions éventuelles. Donc, ce sont des activités que je mène avec une équipe ici en images au sein du laboratoire Riot à l'Institut d'architecture de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Donc Riot, ça veut dire bien sûr émeute, mais c'est aussi l'acronyme de recherche et innovation pour l'architecture, l'urbanisme et le territoire. Et donc vous voyez ici quelques-uns de mes collaborateurs et collaboratrices, dont Cathy qui est au premier rang d'ailleurs, si jamais. Alors, je discuterai de ce moratoire sur les nouvelles constructions, construire sans extraire. Puisque l'architecture est une discipline intégrée au secteur de la construction, elle participe à l'entreprise de destruction globale qui constitue l'un des principaux moteurs de l'utilisation de matières premières, du sol, de l'extraction minière et également évidemment du réchauffement climatique. Et donc pour faire face à notre rôle dans ces crises multiples, les disciplines de la conception ou du design en général doivent changer de cap et se lancer dans la production de ce que je définis, ou en tout cas avec d'autres, vers des futurs non extractifs qui sont aussi attachés à réparer les dégâts. Donc je discuterai avec vous ce soir de comment dans mes recherches, au travers de ma pédagogie et plus généralement par mon approche de la conception architecturale, j'explore les possibilités pour nous, architectes, et puis peut-être on aura une conversation sur ce que c'est un architecte ou une architecte, d'utiliser donc nos capacités d'organisation et de création pour remettre en question le modus operandi actuel de la production de l'espace au sein du secteur de la construction mondiale. Alors, construire, c'est détruire, puisque construire, c'est extraire la matière, le travail et le profit des boulons de scellement en acier zingué bleu DIN 529C 4.6 au bloc béton lissé chanfreiné briques normales, en passant par les planchers bois en dalle agglomérée et les plaques thermoisolantes en polymère et fibres de polyester. Chaque composant de notre environnement bâti est le résultat de processus d'extraction. Les protocoles de fabrication de l'espace, donc il s'agit de la construction d'une simple maison, comme ici, dans cette esquisse de recherche où chaque élément de construction utilisé pour cette maison est identifié par son matériau d'origine. Et donc, ensuite, quelque chose qui peut être envisagé à l'échelle d'une ville entière nécessite, pour être réalisé, des matières premières acquises par extraction minière dans une majorité. Et implique également la redistribution et la relocation des ressources de la planète. Donc ces matières premières, telles le minerai de fer ou la bauxite ou les pierres calcaires, sont ensuite transformées en acier, en aluminium, en ciment et ensuite deviennent des matériaux de construction. Il est vrai qu'il y a des matériaux moins nocifs qui sont en train d'émerger. Néanmoins, ce sont principalement le béton, l'acier, le verre et la brique qui demeurent le plus utilisés dans la construction globale, ainsi qu'une foule de produits dérivés du pétrole. Et donc toutes ces matières sont violemment extraites puis transformées par des méthodes énergivores pour devenir l'architecture de nos vies. Et c'est ce que ces deux travaux qui suivent ces matières premières de leur extraction jusqu'à leur transformation et la construction, donc du minerai de fer à gauche, extrait dans des mines en Afrique qui ensuite sont transportés puis transformés en acier et deviennent ensuite, en l'occurrence là, des gratte-ciels à New York, ou à droite, l'argile qui ensuite est transformée en briques. Et donc, on essaye de franchir cette distance qui existe entre notre perception des matériaux et leurs origines extractives. Donc, construire met en mouvement
une série d'acteurs, de gestes, de transactions qui ont des conséquences profondes et brutales, un impact matériel, écologique, social, un effort humain également, et bien sûr des émissions de gaz à effet de serre, entre autres dommages. On le sait, l'environnement construit, neuf et existant, c'est 40% des émissions de carbone. C'est un document de recherche, il faudra me croire sur parole, produit dans notre labo, un diagramme qui essaye de montrer, enfin de tracer de manière linéaire une compréhension de la production de l'espace. Donc quand on dit production de l'espace, logement, infrastructure, en fait tous les mètres carrés construits et habitables comme une sorte de chaîne d'approvisionnement complète qui a le foncier comme bien marchand principal. Donc c'est encadré par des modes de financement à la base, notamment basés sur la dette et la spéculation, des mécanismes juridiques de gouvernance nationale et locale spécifiques, des processus de conception et d'organisation, puis la construction, donc qui nourrit cette extraction, transport, transformation et installation des matières premières transformées, et puis avec le marché de l'immobilier, la commodification, enfin en tout cas la marchandisation de l'espace, et enfin par le biais de la démolition, la production de déchets. Donc il y a toutes ces conséquences qui sont connues et spatialisées, donc j'ai mentionné les émissions de gaz à effet de serre ou la dégradation de l'environnement parmi les effets de l'environnement construit. On peut également citer la production de la dette, par exemple, qui est quelque chose qu'on n'associe pas ou rarement à la production architecturale, par exemple, puis tout ce qui est lié à la discrimination climatique et d'autres formes de dégâts spatialisés et d'injustices sociales qui sont provoquées par l'industrie du bâtiment. Hop. Alors, on examine en détail de haut en bas les processus de construction d'un bâtiment ordinaire. Donc, on a un engin de chantier à combustion de fioul ou d'essence qui va creuser une parcelle qui est non construite pour y implanter des fondations. Ça bouleverse le sol, le paysage, la topographie de manière irréversible. Ensuite, donc la végétation est arrachée, on détruit les mécanismes de photosynthèse, la terre arable est enlevée et jetée en partie. Donc elle ne peut plus séquestrer le carbone. Puis on détruit bien entendu d'innombrables vies non humaines en haut à gauche. Et puis on a l'écoulement et le ruissellement de l'eau, le microclimat et la topographie qui sont donc affectés de manière permanente également. Et puis la mémoire culturelle et biologique de la Terre qui est effacée. Ensuite, on a tous ces matériaux à forte intensité énergétique que j'ai mentionnés qui sont utilisés. À chaque étape, on a un effort humain nécessaire pour extraire le sable, pour fabriquer les éléments préfabriqués, empiler les briques ou couler le béton sur place. Et selon l'endroit où ce travail se trouve, c'est exécuté par une main-d'œuvre précaire, exposée à des substances cancérigènes et toxiques et également exposée au risque d'accidents mortels, puisque l'industrie de la construction, c'est le secteur le plus mortel du monde du travail. Alors, une fois construit, le bâtiment crée des surfaces imperméables qui perturbent l'absorption des eaux de pluie et les flux d'air. Il continue à consommer de l'énergie par appareils de chauffage, de climatisation, ainsi que l'effort humain produit par la main-d'œuvre bon marché en charge du travail domestique et de l'entretien. Et puis, à la fin de sa durée de vie moyenne, entre 40 et 60 ans, c'est les chiffres globaux, le bâtiment est démoli. Et malgré ce que prétend l'industrie, très peu d'éléments sont recyclés, puisque la majeure partie de ces structures deviennent des débris et des déchets qui représentent un tiers des décharges dans le monde. Donc, voici quelques-uns des arrangements que la construction implique. Aucun ne montre des signes de décélération. Au contraire, le secteur de la construction anticipe une croissance globale considérable. Et puis, on sait que les matériaux de construction va doubler d'ici 2060. Et les estimations de consommation d'énergie, alors les chiffres ne sont pas les mêmes partout. On dit que la construction, c'est 50% des émissions de carbone sur l'ensemble de la durée de vie du bâtiment. Donc, ça provient du carbone incorporé au début du cycle de vie, donc fabrication, transport des matériaux et processus de construction. Et l'autre 50% serait lié à l'utilisation du bâtiment. Mais c'est un ratio qui varie d'un pays à l'autre, tout le monde n'est pas d'accord. Les chiffres ne sont pas cohérents partout. En tout cas, par contre, si les scientifiques se mettent d'accord sur quelque chose, c'est par exemple le rapport du GIEC qui est clair et qui dit, je cite, « Nous ne sommes pas sur la bonne voie pour parvenir à un monde durable et résilient au changement climatique. » Et donc, pour remédier à ces dommages engendrés par la construction, la nécessité de s'orienter vers une architecture non extractive me semble donc incontestée.
Et je mentionnais la façon dont j'utilise différents médias dans mon travail. Et voici la couverture d'un court roman graphique que j'ai réalisé avec Zofia Dzierżewska, qui s'appelle Architecture sans extraction, enfin une architecture sans extraction, qui est publié dans le magazine Architectural Review. Et vous avez à droite en fait une galerie des métiers qui pourraient émerger si on s'engageait dans cette question de ce qu'on appelait design réparateur, donc reparative designs. Je voudrais ici, j'en profite pour définir le terme non extractif, qui est en fait un terme utilisé en économie qui distingue la valeur de la terre, enfin, ou du sol, de son rendement productif. Donc le sol dissocié de ce qu'il produit, par exemple. Et c'est un terme qui, de plus en plus, commence à se référer à des pratiques économiques qui remettent en cause le capitalisme extractif pour aboutir à un système qui fonctionne pour tous les membres de la société et pour notre planète. Joseph Grima définit l'architecture non extractive comme, je cite, une architecture qui considère que l'épuisement inconsidéré des ressources finies n'est pas viable et qui explore la production d'une autre manière de vivre qui ne dépend pas des ruptures écosystémiques à l'échelle planétaire. Et donc c'est une citation tirée du livre Non-Extractive Architecture, auquel j'ai également eu le privilège de contribuer. J'aimerais élargir cette définition de la non-extraction à une architecture qui cesse de dépendre de toute forme d'extraction, également humaine et culturelle, et qui s'attache à réparer les effets néfastes que celle-ci génère. Donc une architecture non extractive s'interroge sur sa finalité, sa matérialité, mais aussi sur son modèle économique, sur ses structures juridiques, la manière dont les bénéfices, par exemple, qu'elle génère sont distribués et son pouvoir de décision. Donc encore une fois, selon le GIEC, les émissions de CO2 doivent être réduites de 45% d'ici à 2030. Je crois qu'on peut se mettre d'accord pour dire que ça ne va pas être le cas. Et que donc une architecture non extractive, en fait, c'est aussi une manière radicale de pousser vers cet objectif et qui, d'une certaine manière, résume ce à quoi mes recherches sont consacrées. Alors, comment s'engager face à ces effets néfastes du secteur de la construction pour aller vers des avenirs non extractifs? Les architectes peuvent s'orienter vers la protection de l'environnement construit, mais aussi social, en dépassant le cadre d'une activité obnubilée par la forme, tout en œuvrant vers des matérialités circulaires, la construction des communautés, et en favorisant l'usage des matériaux de construction biosourcés, par exemple, et également réorienter les chaînes d'approvisionnement des matériaux vers ceux à faible émission de carbone. Alors, ça signifie s'engager dans une pratique spatiale critique, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, Critical Spatial Practice, donc qui interfère et qui ferraille avec et contre les cadres standards de la discipline, les remet en question, interroge les cahiers des charges, les attentes du projet, qui utilise aussi les outils du dessin et de la représentation pour réorganiser les structures hiérarchiques du chantier, de l'agence et des écoles, et qui renégocie ses conditions juridiques et financières de manière proactive. Donc une pratique spatiale critique n'est pas définie par ce qu'elle construit ou ce qu'elle refuse de construire, mais plutôt par ses actions, des actions qui s'étendent de la production de recherche classique à des articles publiés dans des revues scientifiques, des livres, ou la conception de projets, simplement la production de dessins, de diagrammes, de bandes dessinées, d'articles d'opinion et de provocation, ainsi que des expositions ouvertes au public, à la conception pédagogique d'ateliers, de séminaires, de groupes de lecture, ainsi que les réseaux sociaux, pourquoi pas. Donc, pour s'engager dans cette pratique sociale critique, je pense, en tout cas c'est quelque chose sur lequel nous on travaille, une connaissance approfondie et détaillée des structures de pouvoir et des systèmes et des acteurs qui propulsent et déterminent l'industrie de la construction en tant que système global me semble essentiel. Ici, une version illisible de ce système. De nouveau, on essaye d'utiliser le foncier comme fil rouge, donc ce serait la ligne principale. Il faudrait me croire sur parole. On essaye d'articuler de nouveau cette réflexion sur la manière dont, par exemple, du financement à la production de déchets, cette production de l'espace est une chaîne. Et en fait, pour intervenir, c'est essentiel en fait, d'avoir cette compréhension des systèmes. Donc, on cherche à répondre à la question de comment et où agir pour transformer l'industrie en un secteur moins dévastateur. Donc, il ne s'agit pas de dire « Ah, il faut tout changer », mais plutôt de comprendre enfin, en tout cas, c'est ce que nous, on essaye de défendre, qu'on peut changer à des endroits précis. Et c'est peut-être paradoxal, mais je pense que parce que les architectes, ou en tout cas l'architecture en tant que discipline, est aussi complice
de ces dommages, les architectes, en tant que praticiens et praticiennes, sont en fait en bonne posture pour dénoncer les problèmes au sein de ces structures et peuvent concevoir les interventions requises pour remédier aux dommages. Donc parce qu'en tant que concepteur, conceptrice, organisatrice de la construction, d'une certaine manière, on est au centre entre les clientes, les autorités locales et les entreprises, les matériaux et les entrepreneurs. Les architectes sont au fait des règlements et des outils juridiques, ils sont capables et elles sont capables de faire des choix conscients en matière de forme, de matérialité et d'utilisation, et donc occupent une position privilégiée d'une certaine manière au sein de l'industrie grâce à cette connaissance approfondie des relations entre conception, chantier, technologie et ensuite agents, acteurs des systèmes. Donc des compétences organisationnelles qui permettent de remettre en question cet extractivisme en tant que projet planétaire, une condition que nous avons bien sûr contribué à créer. Donc l'objet est de mobiliser l'architecture vers des stratégies qui visent à décarboniser cette chaîne d'approvisionnement de la production spatiale, ce que je considère urgent. Alors d'un point de vue conceptuel, cette idée de l'articulation de l'espace lui-même en tant que marchandise a déjà été conceptualisée, d'autres l'ont fait avant moi. Bien sûr, Henri Lefebvre, La production de l'espace, mais des ouvrages plus récents comme Neil Brenner, Planetary Urbanization, cette espèce de déconstruction méthodique des systèmes qui sous-tendent à la production et la version interconnectée de l'espace qui en résulte. Donc à savoir que l'environnement construit est un produit en tant que marchandise, produit donc, par cet ensemble d'acteurs qui traitent la planète, les matériaux et la main-d'œuvre en sorte de système total. Il y a des ouvrages réalisés par des chercheurs et chercheuses qui tentent de démêler l'histoire des matériaux et l'exploitation. Donc je cite Aluminium Dreams de Mimi Scheller ou Reciprocal Landscape de Jane Hutton, qui ne sont pas traduits mais qui sont des ouvrages clés qui essayent de démêler l'histoire des flux des matériaux et met à jour les réalités de cette exploitation qui se cache derrière la fabrication de l'environnement construit. Également un travail important sur la recherche sur l'architecture, les matériaux et le travail. Martine Arboleda sur l'impact territorial et social de l'extraction du cuivre et de l'aluminium dans le livre Planetary Mine. Je signale également le travail impeccable de Catherine Youssouf sur la géologie blanche et le rôle de l'esclavage dans les économies minières, qui est un livre qui s'appelle A Billion Black Anthropocene Unknown, pas traduit. Mais un autre ouvrage utile, Sergio Ferro, Dessin chantier, qui discute du rôle de la pratique architecturale au sein de la production de valeurs marchandes et la violence faite aux ouvriers des chantiers, également faisant partie des recherches essentielles pour nier cette innocence de la construction et nous doter des outils critiques pour aborder la possibilité d'une autre pratique. D'ailleurs, Dessin chantier est traduit en anglais par Concrete as Weapon, donc le béton comme arme, puisque c'est une analyse de comment ce matériau, en fait, a enlevé tout un savoir constructif aux ouvriers du chantier. Je cite quelques travaux importants. L'agence d'architecture Lacaton-Vassal, avec ce concours remporté en 1996 pour la rénovation de la place Léon Aucuc à Bordeaux, qui remet en question le cahier des charges et qui propose d'intensifier les protocoles d'entretien de la place existante au lieu de démolir et de refaire à neuf. Une position qui montre que l'absence de construction, même si... que l'absence de construction, si elle est attachée à cette notion d'entretien, par exemple, peut être puissante, et puis aussi on peut être un architecte qui ne construit pas. Sophie Ricard du collectif d'architecture français Construire aussi, qui crée un précédent avec ce projet à Boulogne-sur-Mer. L'architecte s'oppose au mandat municipal qui prévoyait la démolition de ces 70 maisons que vous voyez là pour les remplacer par des nouveaux bâtiments. Au lieu de ça, elle présente un autre calcul budgétaire aux autorités, les convainquant de réaffecter les fonds destinés à la démolition à la rénovation en fonction des besoins, des compétences et des ressources des habitantes. Pour ce faire, elle a vécu sur place, donc elle déménage sur le chantier pendant plusieurs années. De telles approches critiques et proactives de la conception montrent qu'il est possible de remettre en question le déroulement d'un projet et d'établir un modèle critique dont on peut s'inspirer vers des pratiques moins extractives. D'autres résultats fructueux qui aboutissent à des réformes législatives à grande échelle, citons le Town and Country Planning Association, une organisation britannique fondée par Ebenezer Howard en 1899, qui a mené des campagnes, publié des ouvrages et fait du lobbying pour influencer les règlements d'urbanisme à l'échelle nationale et municipale en faveur des communautés pour des logements abordables et une gestion raisonnée
à long terme des ressources, dont quelques-uns de ces guides produits pour les autorités locales et citoyennes. Un autre exemple que je souhaite mentionner, parce que important, illustrer comment une action ciblée peut réformer la discipline par le biais de l'enseignement de l'architecture, illustré par le Parity Group, qui œuvre pour un changement de culture et l'élimination des logiques patriarcales dans les écoles d'architecture. Une initiative de terrain au département d'architecture de l'ETH, lancée en 2014 par des jeunes enseignants vacataires dont je faisais partie, qui organisent depuis lors les Parity Talks chaque année, une sorte de congrès consacré à l'égalité des genres, des races, des classes au sein de l'école. Le groupe établit un plan d'attaque pour améliorer la diversité dans l'école, un objectif partiellement atteint. Crée une commission pour la parité et la diversité et exige la parité et la diversité dans les examens, les jurys d'ateliers, les enseignants ainsi que les programmes d'études. Donc ce groupe a eu un impact réel sur cette institution, changeant la conversation sur l'égalité et la diversité bien au-delà de l'école et a été récompensé par le prix Meret Oppenheim en 2023. Donc je garde ça à l'esprit pour revenir sur ce diagramme, peut-être plus spécifique sur ma propre approche, donc cette pratique spatiale critique. On voit qu'il s'agit d'un travail composite, mais je vous parle donc maintenant de ce moratoire sur la construction. Donc en mars 2020, le monde s'est arrêté. Mais pas tout. Les violences policières, les travailleurs ubérisés et le personnel sanitaire ont continué, tout comme les chantiers, à quelques exceptions près, avec peut-être 1 ou 2 semaines, voire 1 ou 2 mois d'arrêt, mais dans l'ensemble, la construction continue. La première leçon du coronavirus est aussi la plus stupéfiante. La preuve est faite, en effet, qu'il est possible, en quelques semaines, de suspendre partout dans le monde et au même moment un système économique dont on nous disait jusqu'ici qu'il était impossible à ralentir ou à rediriger. Donc cette citation, un texte publié en mars 2020 au milieu du verrouillage mondial par le philosophe français Bruno Latour, il appelle à une remise à zéro. Il affirme que si tout est arrêté, tout peut être remis en cause, infléchi, sélectionné, trié ou interrompu pour de bon. Mais alors que les chantiers ont continué leur activité, la pause offerte par la pandémie pour remettre en question notre modèle de société, comme le préconisait Latour, n'a pas eu lieu. Et ces questions critiques concernant l'environnement bâti sont restées sans réponse. Donc l'appel à un moratoire sur les nouvelles constructions est un dispositif perturbateur qui vise à interroger la manière dont nous construisons, ce que nous construisons, où nous le construisons, pour qui nous le construisons et pour combien de temps. Donc le moratoire dit ne pas démolir, ne pas construire du neuf, construire moins, construire avec ce qui existe, l'habiter différemment et en prendre soin. Donc pour remédier aux dommages causés par la construction, cette nécessité de s'orienter vers une architecture non extractive que j'ai mentionnée me semble incontestée. Donc on arrête la construction, bien sûr, mais voici une simulation d'une baisse de la construction par rapport à un scénario business as usual en haut. Donc ça c'est si on continue, et si on arrête, on a une diminution, bien entendu, des émissions de carbone et de l'extraction. Mais en fait, qu'est-ce qui doit être modifié de l'accès au logement, au changement de valeur dans l'industrie? On cherche à montrer comment ce gel de la construction peut être un outil pour ralentir ces dégâts, tout en construisant la contre-réalité de cet avenir non extractif. Donc le moratoire a pris la forme de 4 tables rondes au tout début, donc peut-être à l'inverse de certaines idées qui peuvent être mûries, réfléchies, et puis ensuite prendre la forme d'un livre ou de quelque chose de plus construit. Le moratoire pour la construction a d'abord été une idée, en allemand des fois on utilise le terme Schnapsidee, donc une idée comme ça, et un peu jetée dans le public, et sous cette forme de table ronde, d'avoir en fait des retours et des discussions avec des collègues venus du monde entier. Donc là, la première table ronde qui a été à Harvard, l'architecte sud-africaine Ilse Wolff montre cette image d'une autoconstruction, une femme en train de bâtir une matchehus, une maison traditionnelle des peuples Nama d'Afrique du Sud, afin de demander quel était le type de construction qui devait être remis en question, et puis qui était légitime pour émettre un tel appel, et d'autres questions et d'autres réponses. Donc l'initiative s'appuie sur plusieurs plateformes et formats. Il y a des sites web, des publications, d'ailleurs Plan Libre, des entretiens, des conférences, des débats publics, mais aussi des réponses à des concours comme ici I Prefer Not To, donc une réponse à un concours pour le World Trade Center 5 à New York, et bien sûr des pédagogies. L'idée donc de cette initiative, c'est de faire évoluer la discussion dans l'industrie
à établir des précédents pour faire de ces questions de bâti et d'urbanisme des affaires à débattre publiquement, également cherchant à décadenasser les savoirs. C'est un outil à utiliser dans les espaces où les prises de décision sont faites, donc à en discuter avec les clientes, les décideurs politiques, en passant par les étudiantes, les architectes et les citoyens, puisque l'environnement bâti est une question qui concerne tout le monde. Peut-être un mot en particulier sur la pédagogie. Je voulais mentionner Stop Building, donc un atelier de projet dont l'énoncé est la suspension de toute nouvelle construction. 2 ateliers principaux, un à Harvard en 2022 et un à l'EPFL en 2023, et qui en fait part du principe qu'il y a une multitude d'approches possible de la conception de nouvelles lois qui intégreraient par exemple le calcul du carbone contenu dans le parc immobilier existant, ou une réflexion sur des formes de projets qui montent et démontent les éléments, ou alors dessiner des protocoles d'entretien des bâtiments, la remise en question des lois patrimoine au-delà de leur valeur historique, du goût et de l'esthétique, ou la mise en place de stratégies d'abandon et de penser en amont la dégradation des bâtiments, ou la conception de méthodes contre la vacance des logements, etc. etc. D'une certaine manière, en fait, de dire qu'on ne peut pas construire, c'est l'ouverture à une espèce de monde de milliers d'idées, en fait. Et le studio vise un peu à libérer, en fait, la force de la conception et de l'imagination des architectes en devenir pour retravailler notre environnement bâti et non bâti vers ces avenirs non extractifs. Donc quelques projets, celui-là développé à Harvard qui remet en question la démolition d'une bretelle d'autoroute au Texas, qui s'appuie sur le concept de Sarah Ahmed de mécontentement comme forme de résistance. Et en fait, c'est une carte, une complaint map, c'est une carte qui montre les griefs de la communauté et qui utilise ça comme en fait son mandat principal. Donc le long de l'autoroute à démolir, on a cette carte des plaintes. Et le projet conçoit une sorte de stratégie politique qui impose un moratoire à la fois sur la démolition et sur les nouvelles constructions, avec une série de mesures pour lutter contre les récits trompeurs de cette mobilité post-pétrole. Et donc, en fait, c'est un diagramme anti-gentrification. Le projet donc, propose un design anti-éco-blanchiment qui écoute la communauté, y compris ceux qui ne sont généralement pas entendus, donc les personnes sans logement, les enfants ou les abeilles, et qui fusionne en fait ces cadres légaux avec des mesures écologiques. Le projet s'attaque aux inondations, à la dégradation de l'environnement et en fait essaye d'articuler un futur qui envisage une cohabitation pacifique entre les non-humains, les humains et nos infrastructures obsolètes. Il montre que défaire, raccommoder et réparer le monde font aussi partie du mandat de l'architecture. L'entretien est également un sujet qu'on a étudié ici avec un projet pour Mumbai qui s'attache à concevoir des protocoles d'entretien, donc en fait le dessin de la maintenance, le nettoyage, l'enlèvement des ordures, la peinture, la réfection des enduits, des travaux de réparation, et puis également le remplacement des bardeaux cassés ou le redressement des structures, et puis ce qu'on voit ici, des petites interventions stratégiques, des arrangements de cohabitation, des équipements partagés, des ajouts qui visent à accroître en fait une autonomie sociale, et puis aussi une réflexion sur les réseaux de voisinage qui met en commun les capitaux, par exemple, donc une réflexion sur les financements. Ce projet en fait se conçoit comme une stratégie de réparation complète à chaque échelle de la maison, ou de la tuile même à la maison, à la ville, et qui plaide en faveur d'un changement de valeur complet et qui considère que le travail d'entretien a plus de valeur que la nouveauté et donc soutient l'entretien aussi comme une tâche de conception. Dans l'atelier à l'EPFL, avec le cas de Lausanne, l'énoncé de l'atelier avait été donné par la ville qui annonce une croissance de la population de 31 000 personnes d'ici 2030. Et donc on y répond sans construire de nouveaux logements, puisqu'évidemment la seule manière dont la ville envisageait de loger 31 000 personnes, c'est avec des nouveaux logements. Ici, ce groupe d'étudiants étudie la vacance et donc cite que si les faibles taux de logement vide officiels, puisqu'on a toujours des chiffres de la vacance qui sont toujours très bas, mais en fait, si on regarde qu'est-ce qui est réellement vacant, on a des formes non comptabilisées en fait, d'inoccupation urbaine qui forment une sorte de stock potentiel d'espace, des unités qui sont immédiatement habitables à celles qui nécessitent des travaux. Donc le groupe identifie une série de ces espaces allant des chambres vides dans les maisons individuelles et les appartements,
aux maisons abandonnées ou aux bateaux sur le lac pour en fait parvenir à loger ces 30 000 nouveaux arrivants. Donc eux, ces étudiants et étudiantes-là, en l'occurrence, réussissaient à loger les 30 000 nouveaux arrivants sans aucun problème. Mais pour le projet, donc il y a une articulation légale. Les étudiantes utilisent la réquisition, enfin elles partent du principe qu'il faut, donc elles traînent l'État en justice en partant du principe que l'État ne remplit pas son rôle de loger, par exemple, ou en tout cas de donner un cadre pour les citoyens. Donc, utilise la réquisition comme instrument juridique pour trouver ses moyens de fournir des logements par le biais de stratégies, donc de conception en l'occurrence, puisque ici, on voit des escaliers de secours qui sont branchés sur les façades pour atteindre et équiper les pièces vacantes des appartements sans perturber les résidents. Ce qui permet en fait d'utiliser, de gérer un parc existant de manière assez complète et bien entendu radicale. Donc ces sujets imaginés dans ma pédagogie font écho aux 9 demandes qui forment les 9 chapitres du livre qui sera publié à l'automne. Donc ce moratoire sur les nouvelles constructions avec ces 9 demandes. Donc oui, suspendre la construction, bien sûr. On a vu que chaque bâtiment représentait ce gouffre de matériaux arrachés à la terre. On a vu que chaque bâtiment était une expiration de CO2, que chaque bâtiment est une machine à exploiter le travail, mais aussi que dans chaque bâtiment, on a le germe de l'hypothèque et de l'endettement, de la saisie, de l'expulsion, de la gentrification. Et que, en fait, on considère que le transfert de matières premières ou la construction, c'est un mal nécessaire, sans lien direct avec la pratique de l'architecture. Donc cet appel au moratoire, je le disais tout à l'heure, découle de cette urgence, mais évidemment, arrêter de construire ne signifie pas ne rien faire, bien au contraire, puisque finalement, le logement est un droit et l'obligation, notre obligation, je dirais, de notre discipline. Donc on est face à un dilemme, comment faire la part des choses entre le besoin de logement et la destruction produite par ces activités de construction. L'abandon du diktat du neuf comme solution unique à la crise du logement nous orienterait vers d'autres voies. On a 224 milliards de mètres carrés de surface de plancher de bâtiments existants dans le monde. Et en fait, ça constitue un immense patrimoine immobilier de l'humanité qui serait dédié à nous loger en tant qu'espèce, un atout à mobiliser vers des modes de vie non extractifs. Évidemment, il est réparti de manière inégale, c'est-à-dire qu'il n'est pas aménagé, il n'est pas forcément utilisé comme on pourrait, mais on pourrait envisager vraiment ça comme devenant l'ossature centrale d'une réinvention complète de notre paysage résidentiel, réparant ainsi des décennies d'injustice immobilière. Alors pour les architectes, ça signifie la mobilisation de nos compétences pour réorganiser ces formes économiques, les cadres juridiques, mettre en œuvre des transformations structurelles, retravailler les protocoles réglementaires, tout en proposant des formes de redistribution spatiale à toutes les échelles, du domestique au territorial, en collaborant avec d'autres disciplines et en tissant des solutions ensemble face à cet inventaire global de masse construite. La tâche qui nous attend est immense. Évidemment, pour ça, il faut changer de système de valeurs. On doit reconsidérer le régime de la construction existant. L'acte le plus durable est de garder ce qui existe déjà, de laisser les ressources et les matières premières non extraites, le pétrole dans le sol, la bauxite sous les forêts tropicales, le charbon sous les champs allemands, etc. Donc, suspendre la construction limiterait cette course aux matériaux à bas prix, tout en remettant en question les récits solutionnistes teintés de techno-enthousiasme auxquels on est souvent nourri. Alors, ce qui se passe si on libère la main-d'œuvre du bâtiment de la construction neuve, on peut réorienter cette force de travail et cette expertise entièrement vers la rénovation, l'isolation, la réinvention, la réhabilitation et potentiellement la production de matériaux biosourcés. J'ai un collègue économiste qui m'a fait le calcul pour la Suisse. Si on réoriente... alors aujourd'hui, pour isoler l'intégralité du parc immobilier suisse, il faudrait 120 ans. C'est à peu près le temps qu'il a calculé. Si on réorientait l'intégralité de la main-d'œuvre du bâtiment, il en faudrait 12, pour vous donner une idée. Après, pour les architectes, il s'agirait en fait de réinventer le calcul des honoraires, ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, comment est-ce qu'on pourrait facturer le travail du soin, réinventer ce calcul des honoraires, puisque la plus grande valeur devrait être donnée à ce qui est déjà là, et donc le travail le plus précieux est d'en prendre soin.
Donc si on arrête d'extraire, c'est aussi la question pourquoi et pour qui on construit, puisque d'un côté on extrait et puis ensuite on transporte et on empile pour construire, pour produire notre habitat. Est-ce qu'un moratoire peut être global puisqu'on pourrait penser qu'un moratoire sur les nouvelles constructions pourrait être limité aux pays qui polluent et qui extraient le plus, nous donc, et qui reviendrait en fait à diviser les pays en fonction de leur PIB. Alors on sait que dans de nombreuses régions, il y a des taux élevés de vacances qui s'expliquent par des conditions locales spécifiques, mais ça montre qu'il est nécessaire de nuancer. Par exemple, au Caire, il y a 12 millions de logements vacants. Donc, en fait, c'est un peu pour remettre en question ce leitmotiv de la pénurie de logements qui cache la réalité d'une activité de construction qui n'est pas adaptée. En fait, on a des nouveaux appartements qui sont destinés soit aux touristes, soit aux classes supérieures du marché, ou simplement pour le stationnement des capitaux. C'est ce que Olufemi Taiwo articule par la capture des élites. En fait, l'idée qu'il y a un capitalisme de connivence qui capture et produit au service de ses propres intérêts, aux dépens de la communauté, ses mètres carrés et ses formes construites. Oui, tout le monde n'est pas d'accord, mais on pourra y revenir. Donc cet appel à arrêter l'extraction au-delà des ressources sous-tend également à remettre en question l'extraction des richesses, des corps et des cultures. Et donc pour ça aussi, la question de révolutionner l'industrie du bâtiment. Alors il est bien sûr terrifiant de se dresser contre une économie qui représente 10 000 milliards de dollars par an à l'échelle mondiale. Évidemment, révolutionner la construction implique une refonte profonde des modes de production de l'espace, donc chercher d'autres modes de financement, par exemple, qui ne seraient pas basés sur l'endettement et l'hypothèque, une réécriture complète des normes des conforts thermiques, la réinvention des processus de conception pour incorporer cette décarbonisation dont on parle tant, la refonte des programmes d'attribution des logements, etc. Donc il y a aussi quelque chose d'important, c'est que construire n'est pas uniquement le travail des architectes, mais c'est une responsabilité collective qui concerne les investisseurs, l'État, les collectivités locales, les élus, les clientes, les fabricants de matériaux, les transporteurs, les entreprises du BTP, les promoteurs et ainsi, une fois que construit et habité, les entreprises de démolition et de recyclage. Donc c'est cette chaîne d'approvisionnement complète où tout le monde est responsable à tout moment. Et donc je disais que les architectes étaient placés à un point charnière de cette chaîne. Je cite pour ça le praticien pakistanais Arif Hamza qui dit dans son serment pour les architectes « Je ne ferai pas de projet qui endommage l'écologie, je ne ferai pas de projet qui augmente la pauvreté, je ne ferai pas de projet qui détruise l'espace public. » Donc cette promesse en fait d'une pratique entièrement révolutionnée, c'est-à-dire éthique et à basse consommation, qui s'oppose à l'idée que la nature est à la fois notre toile de fond, mais également le fournisseur ou la fournisseuse de notre projet humain et qui questionne la fuite en avant économique. Alors, réparer l'agence, j'avais une question tout à l'heure pour Marcus sur ça. La complicité des agences d'architecture dans l'injustice sociale et la crise climatique ne peut pas être ignorée. On a une majorité de structures qui sont quand même encore des formes patriarcales ou très hiérarchiques du travail, basées sur la paternité homonyme du projet, une culture de l'épuisement et des mauvaises conditions de travail. Je crois le modèle obsolète. Je ne me fais pas beaucoup d'amis avec ça, mais je continue à remettre en question ce modèle-là, puisqu'il y a aussi une nécessité de réinventer en fait comment on pratique. Moi, je pense que l'agence aujourd'hui n'est pas équipée pour répondre à cette urgence. Il faut sortir de cette exclusivité de l'expertise et puis s'ouvrir à d'autres formes de construire autrement. Est-ce qu'on peut réparer ces structures existantes avec générosité ? Je pense que oui, il y a des efforts collaboratifs et collectifs qui existent, qui montrent qu'il est possible de faire face et que ces exemples centrent par exemple d'autres choses, la réutilisation des matériaux, la construction participative et d'autres manières d'être une agence ou de ne pas être une agence existent. L'exemple, donc je pense qui est intéressant, le bureau catalan L'Acol par exemple. Alors c'est pas pour dire que ces agences sont parfaites, hein, c'est juste des exemples qui montrent qu'il y a d'autres, peut-être des choses à grappiller de ci, de là. Donc par exemple L'Acol qui est connu pour être... qui travaille sur la conception de coopératives du logement, qui est lui-même un bureau organisé structurellement comme une coopérative, avec des salaires égaux distribués entre les membres, ou l'agence Guai Guai en Thaïlande, qui paye le même salaire aux architectes et aux travailleurs sur le chantier, ou alors des pratiques comme Usina, enregistrées comme ONG, donc qui ne fait pas de profit, et qui se base aussi sur beaucoup de travail gratuit, donc aussi une question qui se pose ici. Mais est-ce qu'on pourrait réussir en fait à dire que ces pratiques
doivent être plus banalisés en fait, et que ce modus operandi doit être plus communiqué, puisqu'elle montre que c'est possible d'avoir d'autres conditions de travail, des relations de pouvoir à l'intérieur ou à l'extérieur du bureau. Moi, je pense qu'en tant que contre-tactique à ce fonctionnement problématique, une approche féministe, intersectionnelle et collective montrerait la voie pour que nos pratiques architecturales soient libérées, écologiquement durables, actives contre les injustices structurelles, et qu'il n'existe peut-être pas de solution miracle pour remplacer le bureau tel que nous le connaissons, mais une myriade de contre-pratiques qui ne construisent pas, construisent moins, construisent avec l'existant. Également réformer l'université. Alors moi je pense que l'enseignement contemporain de l'architecture détient la clé de nombreuses réponses, mais en fait c'est en proie au même problème qui empêche l'ensemble du secteur d'évoluer. On a une quantité limitée de références, une quantité limitée de méthodes d'enseignement, une quantité limitée de figures emblématiques en théorie et en pratique. C'est le canon. Et avec le canon, moi je pense qu'on s'est privé d'un répertoire d'autres solutions et d'autres manières de faire architecture qui ont souvent été considérées comme secondaires, primitives ou subalternes. Donc moi je pense que ça doit changer et qu'on peut réfléchir ou accéder à une multitude d'alternatives à la manière dont on répond aux problèmes de la construction. Donc des exemples, des solutions climatiques trouvées dans l'architecture vernaculaire mondiale sans nostalgie, mais aussi des systèmes d'organisation collective articulés par des penseuses féministes ou des communautés indigènes. Le catalogue ingénieux de l'habitat humain est vaste mais occulté. Donc aussi réinventer le format de l'atelier, remettre en question le format de la critique du projet en faveur d'autres méthodes d'évaluation, apprendre, désapprendre ensemble, discuter par exemple des matériaux de la construction du point de vue de l'extraction et de l'exploitation coloniale, sont quelques-unes des mille façons dont nous avons la possibilité d'apporter des changements profonds à nos institutions éducatives, également grâce aux politiques d'embauche et d'admission. Je paraphrase Fred Moten et Stefano Arnay qui ont écrit The Undercommons. Il n'est peut-être pas possible de décoloniser, dépatriarcaliser et décarboniser l'université, mais ces travaux décoloniaux, émancipateurs et véritablement axés sur la durabilité doivent être menés au sein de l'institution. Alors, ne pas creuser, c'est l'idée qu'en fait, si on suspend la production de nouvelles constructions, on peut réexaminer l'extraction et la démolition, mais aussi on peut appliquer une politique du non-creusement qui permet de reconsidérer la terre, le sol et les couches fertiles pour ce qu'elles sont précieuses. Je cite Hélène Ingham, « Une poignée de terre saine peut contenir des millions de vies de 10 000 espèces différentes. » Donc on imagine que de ne plus creuser signifie éviter à des territoires entiers de perdre leur richesse écologique. Évidemment, si on n'extrait pas, on ne creuse pas. Mais également, si on ne construit pas, on ne creuse pas non plus. Donc là où on extrait, on ne creuse pas. Et là où on construit, on ne creuse pas. Et on a cette idée en fait, du grand retour du terrain vague, de la jachère, de l'inculture, que les disciplines de l'architecture ont longtemps perçu comme un terrain inerte et passif, un terrain de jeu sur lequel le design peut se déployer. Donc si on traite le sol et ses organismes avec le respect qu'ils méritent, on refuse de le détruire, puisque aujourd'hui on vit sur le futur du passé, et c'est dans notre présent actuel qu'on prépare en fait ces déchets. Donc l'urgence est en fait de cesser de défricher aujourd'hui. Je conclus, prendre soin. On est dans des sociétés qui cherchent à se renouveler constamment. Entretenir ce qui existe n'est pas valorisé puisque les actes d'entretien, de nettoyage et de réparation sont perçus comme sales et dégradants et sont en grande majorité effectués par des travailleurs racisés et genrés qui sont mal payés. Pourtant, la maintenance contient une dimension politique. Elle est peut-être l'arme discrète des laissés pour compte du monde. Ce travail radical au quotidien, fait de gestes et d'activités répétées qui ne sont pas vus mais essentiels. Et si elle venait être afin considérée comme une des voies vers une véritable durabilité, la maintenance offrirait à l'architecture la possibilité de réévaluer complètement cette chaîne de production de la valeur, montrant une issue, une alternative à la consommation de ressources générées par l'industrie de la construction. Donc l'acte évident mais radical n'est pas de construire, mais de valoriser et de concevoir des protocoles de soins et de réparation qui permettent au monde de continuer à avancer chaque jour en appréciant ceux et celles qui le font fonctionner. Donc, avec ce moratoire, nous œuvrons, en tout cas, nous essayons d'œuvrer en faveur de changements radicaux dans la manière dont l'espace est produit. Je reviens sur ce diagramme pour finir, avec ces 9 demandes qui se rejoignent avec des points de pression systémiques. Je mentionnais le fait qu'il ne s'agit pas de s'attaquer
à ce système de manière complète et totale, mais plutôt d'identifier où est-ce qu'on peut agir. Donc je m'inspire pour ça de Donella Meadows qui parle de points de levier où intervenir dans un système. Je cite, « Ces points sont situés au sein d'un système complexe, une entreprise, une économie, un corps vivant, une ville, un écosystème où un simple changement dans une situation peut produire de grands bouleversements dans tous les domaines. » Donc on retrouve les 9 points tout le long de cette chaîne. Chacun de ces points en fait, correspond à un doctorat et un projet de recherche chez nous. Naji Maklouf complète sa thèse tout en haut, donc vous voyez pas, hop. Voilà, Naji Maklouf en haut complète sa thèse sur le rôle de la dette dans la production de l'habitat et travaille à un logiciel pour les collectivités et les services d'urbanisme qui ajusterait les règlements selon des principes de logement collectif à basse énergie et féministe. Summer Islam travaille sur la possibilité d'infiltrer les filières industrielles de production d'isolants en changeant les panneaux en polystyrène avec des matériaux biosourcés, conduisant en parallèle une recherche sur quel serait l'impact de cette production à plus grande échelle sur la nature et les territoires. Et enfin, le point réemploi du bois avec une analyse des autorisations et des assurances et un regard critique sur ce qui peut être une relation toxique potentiel de cannibalisme architectural avec cette idée qu'en fait, si on réutilise, on va s'en sortir, alors qu'en réalité, c'est un peu un problème peut-être plus large que ça. Pour conclure, je dirais qu'on travaille à de multiples échelles pour identifier ces moments clés, donc ces moments de réparation, en visant un effet maximum, en cherchant à affecter cette chaîne d'approvisionnement de la production de l'espace. J'ai mentionné les modes de financement, les législations, les standards et les normes de la construction, les réglementations sur les matériaux, les pratiques de conception et l'éducation, avec les outils des architectes, l'ingéniosité de la profession. Nous visons à des interventions vers des futurs non extractifs pour qu'il y ait un futur tout court, et en s'assurant que l'architecture et l'industrie du bâtiment sont pleinement engagées dans ce travail. Merci. Des questions? Oui, mais merci pour cette question. Alors, la réception du moratoire, au début, assez agressivement reçue, disons. Après, ça dépend des contextes. Par exemple, le studio à la GSD à Harvard avait été balancé, je crois qu'on peut dire le terme, sur Twitter en 2022. Et là, ça avait été très violent parce qu'en fait, ça avait été, enfin, le Twitter urbanisme, donc les gens qui sont sur Twitter, enfin, ancien Twitter X, l'ont perçu comme quelque chose qui était plutôt dans la catégorie de ce qu'on appelle les NIMBYs, donc Not in my backyard, donc les gens, donc conservateurs en fait, ça a été perçu comme un exemple conservateur. Qui disait en fait il faut arrêter de construire, mais bon, c'était pas complètement articulé, donc c'était pas très grave en fait, parce qu'ensuite ça a évolué, ça a été beaucoup plus clair. Donc il y avait ce côté-là, cette réception assez violente. Et puis ensuite, alors vous parliez de l'exemple en France, moi j'ai noté qu'il y avait une espèce de crispation sur la critique architecturale, en fait, ou l'idée que l'architecture est une discipline à défendre et que de la déconstruire comme ça, enfin en tout cas de demander les changements, c'était quelque chose de beaucoup, de suicidaire. Il y a aussi des gens qui ont publié des articles en disant qu'un moratoire sur la construction, c'était un suicide professionnel. Donc il y a un peu une crispation, donc ça cristallise un peu l'arrière-garde, entre guillemets, qui n'est pas forcément plus âgé d'ailleurs, hein, mais très genré. Je peux le signaler, c'est-à-dire qu'il y a quand même un genre qui se sent attaqué par cette proposition. Je dirais qu'avec, moi, la manière dont c'est perçu, donc ça c'était peut-être le début, et même si ça cristallise certaines choses, en fait c'est devenu beaucoup plus accepté. Donc moi je vois, et c'est publié, il y a dans des magazines d'architecture, alors il y a une discussion avec des éditeurs de magazines d'architecture qui disent qu'ils veulent faire un magazine sur ne pas construire, mais qui sont emmerdés parce qu'ils disent que ça ne va pas se vendre. Donc en fait, mais ça parle quand même d'un changement de perception, et je dirais que ça fonctionne en fait pas mal, comme c'est quand même une provocation à la base. Après moi, dans le livre que j'ai fini par écrire, donc qui est
chez l'éditeur maintenant. Il y a aussi une partie très sérieuse d'analyse de qu'est-ce que c'est un moratoire comme outil légal. Donc en fait, c'est un moratoire. Un moratoire, c'est vraiment un outil légal qui peut marcher, c'est-à-dire que c'est quelque chose, une suspension de quelque chose localement. En fait, moi j'ai une alerte Google des moratoires qui tous les jours, il y a des moratoires qui sont placés quelque part. Et en fait, le moratoire, souvent, c'est parce que les autorités sont débordées, n'ont pas le temps, par exemple, de faire venir les flux pour des nouveaux lotissements, ou alors il y a une opposition, il n'y a pas assez d'eau, par exemple. Enfin, c'est vraiment un outil qui est utilisé, mais temporaire. Donc, on est dans du 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans maximum. Donc c'est un outil réel en fait. Bien que ça soit une provocation, il y a un vrai outil et peut-être que c'est là aussi où ça peut être utile. Moi j'ai des amis qui l'utilisent souvent dans des discussions avec des clients ou avec des autorités qui disent mais on pourrait ne pas faire. Et donc après ça amène des discussions, donc c'est quelque chose de très utile en fait comme outil de débat. Également, c'est un outil qui a signalé pour les politiques, moi en conversation surtout, bon là en l'occurrence dans le milieu politique suisse, où par exemple, je discutais avec Adèle Torrance, qui est une députée verte, qui me disait dans une table ronde, qui me disait « Je peux vous confirmer que le Parlement n'est pas prêt pour un moratoire sur la construction, mais par contre, le fait de savoir que c'est quelque chose qui est discuté dans le milieu architectural signifie qu'il est temps de bouger un petit peu plus rapidement, en fait, parce que ça signifie aussi le cursus est en train de bouger. Donc, de manière générale, je dirais que même s'il y a des grincheux, on va dire ça, je pense que c'est vraiment compris comme un outil très utile pour justement faire avancer les choses. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Après, dans le livre, moi, j'essaye d'articuler quand même des mouvements, enfin des propositions. C'est pas juste une critique disciplinaire, c'est aussi une manière d'avancer qui est de manière... Enfin, je dirais en tout cas, c'est bien reçu d'une certaine manière et je pense que ça a fait bouger beaucoup plus que moi ce que j'aurais pensé en fait. Et je pense que ça a le potentiel d'être quelque chose d'utile, peut-être... Juste un bémol, peut-être. Alors, parfois, on me dit que je prêche les convaincus, donc je ne sais pas si. Peut-être que c'est le cas ici. Par exemple, la nécessité en fait de mener le moratoire plutôt dans des. Par exemple, d'avoir cette conversation avec les promoteurs. Parce qu'en fait, mais c'est un peu ce que je dis à un moment, il y a quelque chose qui m'agace énormément, parce que je l'ai mentionné, mais. Ça se fait pas tout seul, c'est pas juste les architectes, on est bien d'accord. Les architectes, on est ce point à un moment. Mais comment ça se fait que d'autres secteurs se soient jamais vraiment posé la question? Enfin, on sait qu'il y a par exemple dans le secteur bancaire un peu de réflexion sur, comment dirais-je, des prêts bancaires vertueux, etc., etc. Mais en fait, c'est pas un milieu qui s'est posé la question du tout, puisqu'on est sur une logique profil, les fichiers Excel, etc., etc. Mais moi, je trouve quand même que les autres secteurs sont quand même à la ramasse. Je crois que nous, on est à la ramasse, mais je pense que le reste, c'est encore pire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a du greenwashing à fond. Donc on utilise, on dit « Ah, mais c'est vert ce qu'on fait, etc. etc. » De l'écoquartier, enfin l'exemple de l'écoquartier où on démolit une forêt, où on démolit un quartier un peu paupérisé existant pour faire un écoquartier, c'est vraiment l'exemple type en fait de ce genre de logique du greenwashing. Donc moi je mets en cause en fait au-delà des architectes les autres moments dans la chaîne qui, je pense, font pas leur travail non plus. Donc il y aurait une nécessité à amener en fait le moratoire dans les autres à d'autres moments en fait du truc, mais je pense que les architectes ont aussi cette possibilité, puisqu'on est en conversation avec d'autres acteurs, il y a aussi cette possibilité d'amener cette conversation, de prêcher la bonne parole, quoi, finalement. Est-ce que vous êtes invité dans les jurys, dans les écoles d'architecture? Oui, bien sûr. Vous croyez que je sens le soufre, c'est pour ça? Non. Bon, après, je pense qu'il y a les gens... Bon, après, ça, c'est juste une perception. Je pense qu'il y a les gens qui ne me connaissent pas ont une certaine image un petit peu... J'ai quelqu'un qui m'a dit, je croyais que c'était une furie. Je lui ai dit, mais peut-être. Mais après, moi, je cherche des solutions, en fait. Je suis pas... Donc, ça, c'est un outil de discussion et c'est un peu un pavé dans la mare.
Mais après, moi, d'ailleurs, c'est ce que je fais avec mon labo. En fait, on cherche à intervenir, justement. Enfin, le dessin de l'intervention, moi, c'est ce qui m'intéresse. Enfin, la réforme des normes, etc. Par exemple, c'est quelque chose... Là, je suis en conversation avec la SIA, qui est la Société des architectes et des ingénieurs suisses, qui fait toutes les normes, en fait. Et donc, en fait, c'est des normes qui ne sont pas légales, mais qui font loi, d'une certaine manière. Donc, c'est un outil un peu bizarre. Et donc, on est en discussion avec eux pour, en fait, voir comment est-ce qu'on pourrait réformer. Et puis, c'est du rétropédalage, parce que est-ce que c'est OK si on va entendre un peu le voisin et que, du coup, on réduit un peu... Bon, c'est la construction suisse, c'est de la construction très... très privilégié, mais en fait, c'est complètement... ça utilise beaucoup trop de matériaux, donc c'est aussi une nécessité, en fait, d'avoir ce genre de travail. Mais oui, on m'invite, oui. Bah, la preuve. Oui, non, si, moi, je suis beaucoup invitée en jury. Ouais. C'est plutôt... là où je ne suis pas invitée, c'est en jury de concours d'architecture. Là, par contre, je ne suis pas invitée. Mais bon, peut-être. Qui sait? Ouais. Alors après, vraiment, le moratoire, s'il est mis en place, ça ne veut pas forcément dire qu'on arrête de construire tout. C'est-à-dire, c'est plutôt on arrête la nouvelle construction, donc tout ce qui est utilisation de foncier non bâti, en fait, ainsi que la démolition et la nouvelle construction qui en découlerait. Après, ça veut dire qu'il y a une possibilité aussi de densifier d'une autre manière. Enfin, moi, je trouve que c'est des énoncés de projets incroyables, en fait, d'imaginer, par exemple, comment est-ce que le pavillonnaire, tel qu'il est aujourd'hui, pourrait être réinventé en étant densifié, par exemple, juste avec ou même une réinvention de la manière dont les espaces sont distribués. Par exemple, c'est pour ça que j'ai mentionné les utopies féministes, parce que la réinvention de Suburbia, par exemple, Dolores Hayden, elle en parle dans la grande révolution domestique, je crois que c'est traduit, où en fait elle dit, si on imagine par exemple 4 maisons pavillonnaires, avec où en fait on élimine par exemple c'est envisagé comme quelque chose de dessiné à la base, mais on pourrait imaginer que ça soit quelque chose de réimaginé dans la manière dont c'est organisé, dans l'existant. Par exemple, d'avoir des laveries centralisées, des cuisines centralisées. Et en fait, c'est aussi une critique de l'individualisme de la maison pavillonnaire, où en fait, surtout les femmes sont... Maintenant, c'est une question plus grande que ça, mais où on est dans des logiques d'avoir, s'il y a 50 maisons, ça veut dire qu'il y a 50 mixeurs, il y a 50 machines à laver, etc., etc. Donc on collectivise en fait d'une certaine manière tout ça, et on arrive à avoir une manière d'habiter très différente, puisqu'on peut densifier, ne serait-ce que si on a plus de place, ça libère des places. Donc, ça ne répond pas à votre question de transport directement. Mais évidemment, si on arrête l'étalement urbain, de toute façon, il y a un frein immédiat et en tout cas, peut-être pas une réduction, mais en tout cas un empêchement de l'organisation, de l'espèce d'étalement du transport qui va avec l'étalement du pavillonnaire, en tout cas. Le pavillonnaire, de toute façon, c'est une question. Après, c'est la question de qui a accès au logement. Donc, effectivement, les gens qui vont dans le pavillonnaire, c'est parce qu'ils ne peuvent pas se loger ailleurs. Donc, il y a toute une question sociale, en fait. Qui c'est qui peut se permettre d'aller habiter en centre-ville et de ne pas avoir de voiture? C'est si on arrive à se payer un loyer en plein centre-ville. Bon, ça dépend des villes, mais... Donc, c'est des questions sociales. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment possible de dissocier tout. Bon, moi, j'ai pas, comment dirais-je, modélisé l'intégralité de ce que ça veut dire. C'est pour ça que je suis contente qu'il y ait d'autres gens qui le font. Donc, ce collègue économiste que j'ai mentionné, qui donc a un modèle mathématique et qui en fait m'a fait ce calcul. Mais je pense que ça pourrait être intéressant effectivement d'avoir les chiffres après, parce que alors moi en plus je suis à l'école polytechnique, alors si j'ai pas de chiffres, je suis bonne à jeter aux chiens. D'ailleurs ça a été la première question de ma leçon inaugurale. On m'a dit mais où sont vos chiffres? Je dis mais c'est vous qui faites les chiffres, vous cherchez les chiffres. Moi j'ai pas besoin des chiffres pour savoir que effectivement il y a une nécessité de changer les systèmes. Donc oui, il y aurait une nécessité en fait à peut-être modéliser et à chercher à comprendre de manière plus complète qu'est-ce que ça signifierait. Mais
j'ai montré un petit exemple de quelqu'un, donc c'était un think tank suisse qui avait fait ce calcul d'arrêt de la construction, et puis qui montre voilà, la baisse automatique des matériaux, la baisse automatique de l'utilisation du pétrole, etc. etc. Donc c'est un peu une évidence en fait, hein, mais voilà, je n'ai pas répondu directement. Un petit peu, oui. Alors oui, bien sûr, c'est une logique anticapitaliste, mais qui ne le dit pas directement, parce qu'il y a aussi un intérêt à une infiltration un petit peu plus subtile de ce genre de choses, c'est-à-dire est-ce qu'on arrive à avoir une conversation. Et puis je pense que c'est possible aussi d'en prendre des morceaux sans devoir souscrire à l'intégralité de la position du moratoire. Donc je pense qu'il y a des choses dont on peut trouver bien et puis d'autres moins bien, et puis de s'en approprier, et moi je trouve ça très bien. Et puis de toute façon c'est pas nouveau, hein. Moi je le dis, je cite je sais pas combien de personnes, enfin c'est pas du tout... Mais ce que j'essaye de faire, c'est vraiment établir une sorte de vision qui fait qu'on puisse eh bien, faire ces liens avec tous ces autres penseurs qui viennent d'autres disciplines, et puis de se l'approprier pour en faire un truc qui soit utile pour nous en tant que profession. Alors, je signalais un ouvrage que je trouve... alors, je ne sais pas pourquoi, par exemple, les ingénieurs n'ont pas de réflexion sur... ou très peu. Enfin, en tout cas, moi, les ingénieurs que je connais, il y en a quelques-uns qui sont très engagés, etc. Ça existe, hein, c'est pas du tout... comment dirais-je, une généralité, mais dans l'ensemble, c'est une profession qui est solutionniste et qui n'est pas du tout dans la remise en question. Donc, je mentionnais le livre de Catherine Youssouf, qui est en fait un ouvrage qui explique comment, en fait, l'extraction, qui est quand même, surtout dans le génie civil ou la géologie, par exemple, centrale à la manière dont cette profession fonctionne, et une industrie basée sur l'esclavage de manière très claire. Donc, c'est un historique qui commence en 1490 et qui arrive à aujourd'hui, et qui est en fait aussi une déconstruction même du langage utilisé dans la géologie, la manière dont on a donné des noms à certains matériaux, certaines ressources, etc. etc. Et donc, en fait, c'est une... Et bon, moi, ce que je m'en sers, parce qu'en fait, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire la compréhension du fait que l'architecture aussi est le produit de ces systèmes. Et donc, je pense qu'il y a toute une histoire de l'architecture qui n'a pas été faite, qui est donc une histoire globale de l'architecture et de la manière dont en fait, on vit dans des systèmes qui ont été construits sur l'exploitation des autres, enfin surtout des corps racisés, qui n'est pas du tout quelque chose qui est vraiment acquis, et qui en fait remet en question l'intégralité de cette profession. En fait, est-ce que c'est possible d'être un ingénieur qui est vraiment déconstruit? Je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est une remise en question complète de la profession. Et il n'y a pas du tout... Enfin, moi, je trouve qu'en tout cas, en architecture, il y a beaucoup plus... C'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de travail à ce niveau-là. Les ingénieurs... Moi, enfin vraiment, à l'école polytechnique, il n'y a pas de réflexion du tout. Il n'y a même pas d'histoire de l'ingénierie, c'est-à-dire il n'y a même pas l'histoire de la science et de comment est-ce qu'on est arrivé à ça. Donc, c'est vraiment des professions qui sont... C'est pour ça que je disais à la ramasse, ça veut dire que c'est vraiment... il n'y a pas de remise en question. Alors, moi, c'est un truc que je trouve génial avec l'architecture, c'est quand même c'est une profession qui se remet en question en permanence. Enfin, c'est une profession qui doute. Il y a quand même la discussion, elle existe même avec des collègues. Je disais l'agence. Moi, j'ai beaucoup d'amis praticiens avec qui on discute très librement et avec qui on a vraiment une conversation sur la pratique et la manière dont on peut vraiment avancer sur le calcul des honoraires, par exemple. C'est un truc qui est très intéressant, parce que si on arrivait vraiment à décadenasser ça, ça voudrait dire qu'on arriverait aussi à avancer sur la manière dont on pratique. Donc, c'est pas du tout une profession, disons, comment dire en anglais, came late to the party, donc un peu en retard quand même par rapport à d'autres débats, mais quand même qui discutent de ça, alors que c'est pour ça que je mentionnais par exemple le milieu bancaire ou le milieu de l'immobilier ou les ingénieurs, par exemple, qui sont pas du tout dans ça. Donc, effectivement, la question, c'était est-ce que le moratoire peut être un outil qui pourrait être infiltré ou qui pourrait servir à infiltrer ce milieu-là? Alors,
Après, il y a un peu, moi je suis un peu entre rock and a hard place, comme on dit en anglais, pas le cul entre deux chaises, mais dans une position délicate, c'est-à-dire que parce que je prône ça, j'ai aussi, il y a des attentes de pureté militante par rapport à ma position, c'est-à-dire qu'on m'a beaucoup critiqué parce que, par exemple, j'ai participé à une conférence par le bras armé du greenwashing de Lafarge, où je suis allée à une conférence là, ce qui s'appelle donc le Foundation for Sustainability Lafarge-Holcim, qui est donc une conférence sur effectivement la manière dont l'industrie pourrait potentiellement être moins extractive. Donc c'est un truc qu'on me reproche. Donc, par exemple, je suis invitée à un congrès chez Bouygues. Est-ce que j'y vais? Ou est-ce qu'on va m'accuser de prendre l'argent de Bouygues et de ne pas discuter avec eux? Donc, moi, je suis un peu dans des situations délicates où j'essaye d'avancer tout en continuant. Bon, après, moi, je pense qu'il faut parler, en fait, à tout le monde. Donc, oui, parler avec Lafarge, quitte à être après accusé de vendu, mieux que de ne pas parler à Lafarge, en fait, puisque... Mais bon, après, ça ne veut pas dire ne pas soutenir des actions militantes qui viennent s'accrocher aux grilles de Lafarge. Enfin, je veux dire, on peut faire les deux. Merci pour la question. Je pense que on est dans la même direction. C'est juste que moi, j'ai pas... Enfin, par exemple, j'essaye de ne pas me mettre automatiquement dans tout ce qui est décroissance, parce qu'il y a une étiquette politique qui, du coup, c'est pour ça que je mentionnais plutôt tout à l'heure la personne qui parlait du fait que c'est un projet anticapitaliste, mais qui n'est pas forcément étiqueté comme tel, dans le sens où si on veut que ça reste un outil utile, il faut que ça soit moins étiqueté, d'une certaine manière. Donc moi, personnellement, je souscris à la frugalité de la construction, donc effectivement, cette question d'utiliser des matériaux biosourcés. Je suis plus critique par rapport à la question de réemploi. Je l'ai mentionné, je pense qu'il y a un côté cannibaliste, et en fait je pense que c'est un outil utile pour la transition, mais pas quelque chose qui doit être pérennisé, parce qu'en fait ça veut dire d'ailleurs on le voit, par exemple, le canton de Zurich a obligé dans ses bâtiments publics neufs 20% minimum de béton réutilisé, de réemploi. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que comme il n'y a pas assez de béton de réemploi à Zurich, ils importent le béton de réemploi des cantons d'à côté. Donc, il y a aussi des logiques, en fait, absurdes qui font que l'idée que le réemploi... En fait, c'est l'idée des solutions uniques qui, moi, je trouve, auxquelles je ne m'attache pas. Donc, la frugalité, oui, mais pas que. Le réemploi, oui, mais pas que. Donc, une réflexion plus, comment dirais-je, multiple, peut-être, enfin un peu du grappillage peut-être serait la solution que j'envisage. Voilà. Merci beaucoup.